Rafi Aladjan, lui, le rituel de Rafi Aladjan est terrible. Il dit, j'ai dans ma bibliothèque 500 livres qu'il me faut environ 10 ans pour lire. J'alimente en permanence ma bibliothèque. Tous les soirs, je prends les 6 premiers de la liste. Je mets des notes, je les mets en queue de liste. Quelquefois, il y en a certains qui sont prioritaires en fonction des questions que je me pose sur le moment. Donc je les mets, vous voyez, le rituel est de cette espèce d'assemblage, de concaténation de différentes informations qui tournent toujours autour de la même question, celle qui l'intéresse, il y a le clic qui va se produire. Et là, ce clic se produit, et Rafi Aladjan me dit, c'est curieux quand même, le clic se produit, surtout quand je suis sur mon scooter à l'arrêt au feu rouge. Mais oui. Et Valérie Armand, qui est un parfumeur de talent, prix international de parfumerie, me dit, c'est lorsque je suis dans ma voiture au feu rouge que le déclic se produit. Et Albert Fert, qui est physicien, me dit, quand j'ai tout assemblé, j'ai construit mon paysage, j'ai mis tous mes éléments, alors je pars marcher. Et quelquefois au milieu de la marche, j'ai l'intuition de la solution. Alors après, il y a un énorme travail qui fait passer de l'intuition de la solution à la formalisation de la solution. Tout cela pour dire que nous partageons avec ces gens-là beaucoup plus de choses qu'on l'imagine, et pour une raison qui est extrêmement simple. Notre système nerveux central. Quelques milliards de connexions. Un potentiel qui est ahurissant. Et ce potentiel n'a qu'une seule et unique fonction qui est téléologique. Cela signifie que c'est une fonction qui nous est destinée à nous accomplir et à survivre et à poursuivre cette pérennité. Et cette fonction, eh bien, elle sert à s'adapter. Et l'être humain n'a rien fait d'autre depuis que, passant du primate, qui a une certaine intelligence, eh bien, Toumaï, il y a 8,5 millions d'années, eh bien, s'est mis à fonctionner. Et entre Toumaï et Albert Fert, il y a des processus communs, mais plus certainement entre Albert Fert et vous, il y a beaucoup de processus communs. Alors justement, on y vient là, parce que à la téléologie, parce qu'en philosophie, ça intéresse beaucoup. La télos, c'est la finalité. Hein, donc, c'est Kant qui dit à un moment donné qu'il enlève la théologie, donc Dieu, il supprime la théologie et il remplace par la télos, c'est-à-dire la finalité, pour dire que, par exemple, quelque chose que l'on va planter, un pied de fraise, nous, on a la finalité, c'est-à-dire le saladier avec nos belles fraises bien rouges au moment de la récolte. Mais comment dire, la plante elle-même a sa propre finalité en germe. C'est-à-dire que si vous plantez un fraisier, qu'à la fin vous vous retrouvez avec des concombres, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc en réalité, la nature possède en elle son propre déploiement, son propre projet et sa propre finalité intrinsèque. Intrinsèque, ça vient de l'intérieur. Donc voilà, et je reviens à ce que vous avez écrit. Ces jeux remplissent une indispensable fonction qui est de maintenir l'équilibre ressenti sous la forme de l'émotion créatrice jusqu'à ce qu'une activité plus sérieuse prenne le relais. Donc il faut une émotion, mais après il faut quand même quelque chose de plus sérieux. Et après vous nous parlez donc de la fonction qui doit être entendue dans une perspective téléologique, oui, qui réalise sa propre fin. Donc ça voudrait dire que au départ, donc, celui qui crée n'a pas conscience peut-être qu'il va le faire, sauf quand il fait son rituel, parce qu'il veut créer le moment, enfin, il veut créer le cérémonial propice à ce que ça se produise à nouveau. Là, il est accompli. Il a déjà tous les instruments. Voilà, c'est ça. À sa disposition, des instruments intellectuels, esthétiques ou mathématiques, il les a. Donc là, c'est l'achèvement. Hein. Et au départ, il n'a pas conscience qu'il crée. Il n'a pas conscience qu'il crée, et une fois qu'il a créé quelque chose, il faut qu'il continue à être le créateur. Parce que sinon, si vous créez une œuvre et une seule dans toute votre vie, vous me direz, si vous trouvez la théorie de la relativité d'Einstein, c'est sûr qu'il n'y a plus besoin d'en avoir une deuxième. Non, et par exemple, pour quelqu'un... Surtout pas. Et pour un créateur de mode? Surtout pas. Surtout pas quoi? Mais surtout pas. Le propre du créateur n'est pas de s'arrêter de créer, voilà, c'est bien ça. De créer, surtout pas. Il ne peut pas arrêter de créer. Mais vous vous rendez compte, quand vous avez créé quelque chose d'absolument génial, exceptionnel, vous vous rendez compte comme après c'est difficile de créer autre chose? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Le fait de devoir créer autre chose après, de nettement mieux que la première fois. Oui, c'est l'objectif. L'objectif, c'est
Alors, ce que je cherche, mais bon, c'est Modiano, je ne vais pas le retrouver comme ça, c'est Modiano qui le dit à son dernier, lorsqu'il reçoit le prix Nobel. Il dit, lorsque on a déposé un livre, il y a une espèce d'intimité qui est rompue, et on n'a pas le temps de souffler, on est dans le plus profond des équilibres. Et on ne peut faire qu'une seule chose, c'est de reprendre un livre, et il dit, au bout du compte, vos lecteurs, il dit, vous êtes poussés à aligner les livres les uns derrière les autres, vous le 18e, vous verrez quand vous en aurez rajouté 200, hein, et au bout du compte, les lecteurs vous disent que vous avez produit une œuvre. Autrement dit, lui il dit, moi, Modiano, je n'avais pas le sentiment, mais le consensus social me dit cela. Donc, voilà, donc, il ne s'arrête pas. J'ai rencontré un Jean-Paul Goude. Alors Jean-Paul Goude, ça doit vous dire quelque chose. C'est Grace Jones, son égérie. C'est égoïste. Enfin, toutes ces images absolument extraordinaires. Bon, cet homme-là, je l'ai rencontré 3 fois. Épouvantable cancer, vraiment jeté à terre. En plus, son contrat avec Galeries Lafayette et Chanel allait être dénoncé. Donc, le gars qui a tout le temps créé, et il était là, il était fou. Pourquoi? Parce que Miyake lui avait demandé d'exposer à Tokyo, et alors il y avait une ruche chez lui la deuxième fois où je l'ai vu. Il était à l'étage, il avait je lui en aurais volé je ne sais combien, il avait des œuvres qu'il construisait comme ça, mais à une vitesse phénoménale, parce qu'il tout par de dessin. Et en bas dans l'atelier, il y avait 3 ou 4 personnes qui étaient en train de faire de l'assemblage, et ça allait de l'un à l'autre. Il était dans un état de transe, dans un état de transe. Eh bien, Jean-Paul Goude, il n'y a qu'une chose qui l'arrêtera, et c'est ce que dit Camus aussi, que je relate là. Camus il dit, il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter le créateur, c'est non pas de se dire je suis le plus fort, mais c'est la mort. Et c'est cela. Pourquoi? Parce que l'objectif est de maintenir cet équilibre qui, à un moment donné, a correspondu à un individu et qui va poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est ce que les psychologues appellent l'empreinte. L'empreinte a été étudiée chez tous les primates, et notamment chez les enfants, mais chez les primates, c'est-à-dire qu'il y a des périodes sensibles. Et il y a des moments où il y a des perceptions, il y a des événements qui, s'ils arrivent à un moment donné, vont laisser une trace indélébile. Alors un exemple qui est très loin de tout ça, qui a été décrit très loin de la création, on parle d'oies, hein, est-ce que les oies créent? Bon, ben, c'est Lorenz, un des premiers éthologues, qui observe que, eh bien, lorsque l'oisillon naît, eh bien, il va suivre la canne, sa mère, normal. Si vous remplacez la mère par un ballon de baudruche, le petit oisillon va suivre tout le temps la mère, le ballon de baudruche. Ça, c'est l'empreinte. Indélébile, parce qu'il y a des périodes sensibles. Et là, on est dans ces mécanismes-là. Donc, oui. Alors, s'ils ne trouvent pas, parce que c'est ça aussi, ils ont dû vous expliquer les passages du désert, parce que vous les traversez du désert. Parce qu'il y a des moments où je pense effectivement où il y a une émotion qui est là, il y a la possibilité, par le rituel, de créer les moments, enfin, en tout cas, un décor propice à la création, c'est un conditionnement aussi, pour laisser venir quelque chose, et s'il ne vient rien. Ils vous ont parlé de ces moments de passage à vide où justement, il n'y avait pas la création, et comment ils ont fait pour lutter contre ça. Pas forcément la page blanche, parce que ça, je trouve que quand on a l'habitude d'écrire, les pages blanches, il y en a de moins en moins. Parce que c'est même un mécanique, c'est pas bon ce qu'on va écrire. On va déchirer, mais on va l'écrire quand même. Je pense qu'il y a des créations, peut-être plus dans la mode, ou des choses où il faut vraiment surprendre, sinon on retombe sur les clichés de ce qui s'est déjà fait. Alors, il y a un chapitre que j'appelle Traversée des déserts, donc c'est bien de cela dont il est question. Ça peut aller très loin. Fabienne Verdier, dont je vous conseille de lire le livre sublime qui s'appelle Passagère du silence,
qui est le livre qu'elle écrit après son travail initiatique qu'elle fait en Chine pendant 10 ans. La première à se retrouver dans le Sichuan dans des conditions absolument invraisemblables pour apprendre la calligraphie, et elle va magnifier cette calligraphie pour en faire son œuvre, une très très belle œuvre. Et Fabienne me dit j'ai été jusque près de la mort. J'ai été jusque près de la mort. Et Daniel Buren, qui est un des plasticiens français les plus connus dans le monde, les plus partagés, puisqu'il produit de partout. Buren dit « Je m'en foutais de réussir, c'était pas ma préoccupation, c'était pas ça ma préoccupation ». Et il dit, il a formé un groupe. Alors le groupe est important pour tenir. Un ami est important pour tenir dans le désert. L'ami est quelque chose de tout à fait fondamental pour tenir dans le désert. C'est pour ça que les créateurs se créent en collectivité, parce que ça leur permet d'affronter ces moments-là. Eh bien, Buren dit, l'un d'entre nous en est mort. Bon voilà, ça peut aller jusque-là. Et oui, parce que pour revenir à l'art, puisque en fait, la création, c'est quelque chose qui... quand par exemple, si on se réfère à Kant, je reviens à lui, parce que c'est lui qui est dans la télos et qui dit qu'à un moment donné, l'art, c'est ce qui plaît universellement et sans concept. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir pourquoi ça plaît, sinon on aurait les recettes, on ferait immédiatement. Si on a un peu de talent, on y arriverait. On ne peut pas définir le pourquoi ça plaît, mais ça plaît. Donc déjà, il y a quelque chose d'assez énigmatique dans tout ça. Mais il dit aussi, pour qu'une œuvre soit réussie, bien entendu, il faut avoir appris à dessiner, à faire des ombres, etc., jusqu'au moment où on a sa manière propre, c'est-à-dire on arrive à se détacher du cours de dessin, en gros. Mais là où c'est extraordinaire, c'est qu'il vous dit, mais après, il faut une imagination qui travaille sur une matière, de manière à ce qu'il y ait de l'esprit dans l'œuvre. Donc c'est pour ça que ça élimine un peu la tentation pour les animaux de créer. Et après ça, il ajoute, mais en plus, il faut que l'œuvre dégage un élan vital pour qu'elle ait une aura. Sinon, si elle ne dégage rien, vous savez, on voit plein de gens qui des fois sortent le chevalet, commencent à dessiner, à faire la Seine ou Paris, la Tour Eiffel. Ils ont du talent, ils ont des bons coups de crayon, mais on n'est pas... Vous voyez, c'est pas qu'on n'est pas convaincu, mais c'est que c'est pas génial au sens du génie. Donc, c'est ces choses-là qui m'interpellent, moi. C'est au moment où on dit que dans l'art, l'acte de créer ne s'explique pas, il n'y a pas de recette, mais il y a un moment où il y a un spectateur, quand même, qui est saisi par l'émotion qu'on lui a donnée, qui n'est pas la même que celui qui ressent une émotion au moment où il réalise son œuvre, puisque parfois aussi, Dalí disait, hein, quand il commençait à réaliser, il ne savait pas la finalité de l'œuvre, et il découvrait en même temps que quand c'était fini, en gros. Donc il y a une sorte de pulsion créatrice, et ça, c'est quand même assez, comment dire, c'est impressionnant de se dire que le but, c'est de créer, et en même temps, Kant rappelle que l'art, c'est l'art pur, on ne crée pas pour le résultat, on crée juste pour l'aspect inaugural de l'œuvre.